Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Flavien Charpentier, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je travaille à l'Institut du thorax et je m'intéresse plus particulièrement aux mécanismes cellulaires, moléculaires, des troubles du rythme cardiaque et des troubles du rythme cardiaque d'origine génétique. Donc le titre qui m'avait été proposé, c'est « Si on fabriquait un cœur », qui est un titre un petit peu provoquant. On n'en est pas là. Par contre, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'à partir d'un simple prélèvement urinaire, on est aujourd'hui capable de fabriquer des cellules cardiaques et d'utiliser ces cellules pour étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires des arythmies héréditaires. Donc on veut aller vers des modèles qui soient totalement personnalisés, un type cellulaire par patient, pour comprendre les arythmies de ces patients. Alors avant d'en arriver là, je vais simplement faire j'ai essayé de faire le plus simple possible, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont assez complexes, donc vous n'hésiterez pas après le topo à m'interroger, pas de souci, pour avoir plus de précision. J'ai simplement quelques diapos pour faire quelques rappels sur ce qu'est l'activité électrique cardiaque et comment ça fonctionne. Donc comme vous le savez probablement, pour qu'un cœur se contracte, il faut d'abord que ce cœur soit activé, et l'activation se fait, c'est lié à une activité électrique que l'on va pouvoir, on n'a pas de... Voilà, c'est comme ça, voilà. Une activité électrique que l'on va pouvoir observer à la surface du corps en enregistrant un électrocardiogramme. Alors en fait, cet électrocardiogramme, l'activité électrique que l'on enregistre à la surface du corps, elle résulte de l'activité électrique des millions de cellules qui composent le cœur, et chaque cellule génère sa propre activité électrique. On parle de potentiel d'action. Alors à quoi est liée cette activité électrique cellulaire? En fait, dans chaque cellule cardiaque possède à sa surface, sur la membrane, des protéines que l'on appelle des canaux ioniques, des protéines qui ne laissent pas passer des électrons. Ce n'est pas l'électricité que l'on peut trouver ici pour avoir la lumière, pour faire fonctionner ces micros. Donc ce sont les charges qui permettent de faire passer ces courants électriques sont en fait ce qu'on appelle des ions positifs. Il s'agit de sodium, il s'agit de calcium, il s'agit de potassium. Et donc ce sont les mouvements de sodium, de calcium, de potassium, voire de chlore, entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur, qui va générer l'activité électrique de la cellule, qui va générer le potentiel d'action. Il existe, on va dire, il faut compter à peu près une centaine de gènes pour coder soit le canal en lui-même, soit les petites protéines qui vont s'associer à ce canal et le réguler. Et quand une mutation survient sur l'un de ces gènes, on va prendre par exemple le cas d'un gène qui va coder pour un canal permettant le passage du potassium, on va avoir un problème de fonctionnement de ce canal, voire une interruption de l'activité de ce canal, ce qui va conduire au niveau du potentiel d'action à l'apparition comme ça de défauts très importants avec une activité anarchique qui, elle, va au niveau du cœur entier permettre de déclencher des arythmies cardiaques, comme vous pouvez le voir ici sur cet électrocardiogramme, avec cette tachycardie ventriculaire qui dégénère malheureusement très rapidement en fibrillation ventriculaire. Alors comment est-ce que l'on étudie l'activité de ces canaux? Pour ça, on a une technique qui s'appelle le patch clamp, qui est une technique qui est assez ancienne maintenant, puisqu'elle a été créée à la fin des années 70. Elle a valu à ces deux inventeurs le prix Nobel de médecine. Cette technique, elle consiste à venir poser donc, sur une cellule cardiaque une pipette en verre, très fine, avec à l'intérieur une électrode et un milieu qui permet de conduire donc le sodium, le potassium, etc. Ce cardiomyocyte, il baigne dans une solution dite physiologique, qui mime un peu ce que l'on a dans le sang, et on va pouvoir enregistrer l'activité électrique de la cellule avec ce système. Alors, simplement une petite vidéo, ce n'est pas une cellule cardiaque, mais je n'ai pas trouvé de vidéo pour vous montrer exactement comment on fait. Donc ça, c'est plutôt une cellule végétale, ça ne ressemble pas du tout à un cardiomyocyte. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On a donc cette cellule qui est qu'on observe au microscope. Si ça veut... Pardon. Démarrer, ça fonctionnait bien tout à l'heure. Voilà, on va y arriver.
QuickTime n'est pas disponible. Bon, ben écoutez, vous ne le verrez pas. Donc, j'aurais dû garder mon ordinateur. Donc, l'idée, c'est de venir poser une pipette donc, sur la cellule. Et cette pipette va permettre d'enregistrer l'activité qui se trouve au niveau des canaux qui se situent sous cette pipette. Alors, pour vous donner une idée, poser une pipette sur une cellule de cette taille, c'est comme poser la tour Eiffel à l'envers sur une orange. Donc il faut de bons micromanipulateurs, de bonnes tables anti-vibration, puis il faut surtout être très patient, il ne faut surtout pas s'énerver. Donc ce que l'on peut obtenir en posant ces pipettes sur ces cellules, j'aurais bien été content de pouvoir vous le montrer, c'est d'enregistrer des courants ioniques, hein, donc le passage de ces ions à travers les canaux ioniques, et puis également d'enregistrer l'activité globale de la cellule, donc on peut enregistrer les potentiels d'action. Alors pour revenir au sujet, on a vu tout à l'heure que les techniques de séquençage maintenant permettent d'identifier de nombreux gènes. Et donc mon travail de mon équipe, hein, c'est plutôt d'essayer de comprendre à quoi peuvent servir ces gènes et à quoi conduisent les mutations en termes de dysfonctionnement des protéines codées par ces gènes. Donc identifier le gène en cause, c'est quelque chose d'important, bien sûr, puisque ça va permettre la prise en charge du patient, de mettre en place des thérapies, éventuellement, si elles sont disponibles, ou au moins de faire de la prévention. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est pour les nouveaux gènes qui sont identifiés, c'est d'essayer de comprendre comment les mutations peuvent conduire au dysfonctionnement de ces protéines, au dysfonctionnement de ces canaux ioniques. Donc on a deux étapes pour ça. On a une première étape qui se fait au niveau de la cellule. On va d'abord essayer de comprendre, donc avec la technique de patch clamp, on va essayer de comprendre comment la mutation affecte le fonctionnement de la protéine. Et puis la deuxième étape, généralement, avant de pouvoir proposer quelque chose aux patients en termes de thérapie, ça va être généralement de travailler sur des mécanismes plus intégrés, puisque les arythmies, vous savez, sont des phénomènes très importants, où le système nerveux autonome, enfin le système nerveux est très important, où il faut l'activité de toutes les cellules ensemble pour arriver à déclencher le trouble du rythme. Et donc on va plutôt travailler sur des modèles jusqu'à maintenant de souris, puisque c'était le seul animal dans lequel on pouvait introduire les mutations que l'on avait identifiées chez les patients. Alors comment ça se passe au niveau de la cellule? Comment caractériser les effets de ces mutations? Pour ça, on n'a pas la possibilité, bien évidemment, de travailler avec les cardiomyocytes de patients. Il a donc fallu développer des modèles cellulaires qui nous permettent de travailler. Et la première chose que l'on a fait dans le passé, c'est de travailler sur des cellules en culture qui ne possèdent pas les canaux ioniques cardiaques. Alors ces cellules, ça va vous surprendre, ce sont des lignées de cellules que l'on entretient comme ça depuis des décennies. Alors ce peut être des cellules qui proviennent par exemple d'un ovaire de hamster chinois. Ça peut être des cellules d'insectes, ça peut être des cellules de reins de singes ou des choses comme ça que l'on auto-entretient, que l'on cultive depuis des décennies et avec lesquelles on travaille. L'avantage de ces cellules, pour nous, c'est qu'elles ne possédaient pas les canaux ioniques cardiaques. Et ça nous permettait d'introduire ces canaux ioniques, d'introduire les gènes dans ces cellules en culture. Donc en condition contrôle, on va introduire le gène normal. Et puis pour la condition pathologique, on va introduire le gène muté dans les cellules. Puis on va attendre un petit peu. Les cellules vont finir par exprimer ces gènes, donc des cellules avec des canaux normaux et des canaux mutés. Et on va pouvoir comparer les deux canaux avec la technique de patch clamp. Et vous avez ici le cas, par exemple, c'était le cas d'un canal à sodium, avec, dans le cas vous avez ici un magnifique courant de sodium qui disparaît en présence de la mutation. Donc, il s'agissait d'une perte de fonction, c'est ce qui se passe pour une majorité des troubles de la conduction cardiaque. Le désavantage de ces modèles cellulaires, c'est qu'en fait, on introduit un gène, deux gènes, pas plus. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en fait, ces protéines, ces canaux ne fonctionnent pas tout seuls. Il leur faut beaucoup de petites protéines partenaires. Et ces protéines partenaires régulent l'activité de ces protéines. Donc on n'a pas la possibilité d'aller jusqu'à ce niveau de complexité. Et puis, je ne parle pas des modèles animaux. Une souris, ce n'est pas un homme. Ça bat à 600 battements par minute. Ça a un intervalle QT à l'électrocardiogramme qui est très très court. Donc il nous manquait des modèles plus proches de ce que l'on peut observer chez l'homme. Et ceci est d'autant plus vrai qu'on vient de vous le dire juste à l'instant, c'est ce que vous a dit l'oratrice précédente, les nouvelles techniques de génétique
montre aujourd'hui qu'on a une très très grande hétérogénéité au niveau génétique dans la population. Nous avons tous des milliers de variants. La plupart de ces variants n'ont aucun impact sur l'activité électrique cardiaque. Ceci dit, en présence d'une mutation qui conduit vraiment à une pathologie, ces variants qui normalement n'ont pas d'effet peuvent avoir un impact dans ce cas en modulant l'activité du gène morbide, du gène malade. Donc il était important pour nous de disposer de modèles qui soient représentatifs des patients, donc des modèles cellulaires qui soient personnalisés et qui puissent tenir compte de la variabilité entre les individus. Pourquoi dans une même famille, deux individus avec la même mutation, pour un on va avoir la pathologie, pour l'autre on ne l'a pas forcément. Essayez de comprendre cela. Alors ça n'était pas possible jusqu'à ce que un chercheur japonais, qui est Yamanaka, qui a obtenu le prix Nobel de médecine en 2012 pour ça, réussisse à fabriquer ce que l'on appelle des cellules souches pluripotentes induites. Donc, avant d'aller plus loin, que je fasse quelques rappels quand même sur ce que sont les cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules indifférenciées qui ont la capacité de se diviser à l'identique de manière indéfinie et qui vont produire des cellules différenciées. Alors, vous avez tous entendu parler des cellules souches embryonnaires. Donc, dans l'embryon, au stade précoce de l'embryon, on a des cellules souches qui apparaissent et qui vont se différencier et générer l'ensemble de toutes les lignées cellulaires de l'organisme, de tous les organes. Alors ces cellules, donc, elles sont douées d'auto-renouvellement, on peut les mettre en culture et les laisser se reproduire comme ça indéfiniment, ou on peut lancer des différenciations pour les différencier vers les cellules que l'on souhaite, par exemple en ce qui nous concerne le cardiomyocyte. Alors ces cellules, on les trouve aussi bien dans l'embryon que dans l'adulte. Elles sont très rares quand même chez l'adulte. On a une cellule pour environ 1 million de cellules et on va les retrouver dans tous les organismes vivants. Alors si on reprend ces propriétés, l'autorenouvellement, donc c'est la capacité d'une cellule à se diviser à l'identique pendant une période indéfinie et ça conduit à la formation de ce qu'on appelle un clone cellulaire. Alors au labo, c'est très intéressant pour nous puisque on va pouvoir multiplier les cellules souches sans les différencier, en les laissant telles quelles, ce qui va nous permettre d'entretenir un pool comme ça que l'on va pouvoir conserver sur des années. Il suffit d'ensemencer des cellules dans une boîte de pétri, ces cellules vont proliférer, on reprend ensuite un de ces clones, qu'on le réensemence, etc. Et on va pouvoir garder ces cellules pendant des années. Et puis le deuxième caractéristique qui nous intéresse, c'est la différenciation. Donc c'est la capacité d'une cellule, dans un environnement défini, à générer différents types de cellules fonctionnelles. Dans le foie, une cellule souche va donner une cellule de foie. Dans le cœur, une cellule souche donnera une cellule de cœur. Et une fois que la cellule est lancée vers cette différenciation, une cellule souche qui passe à un progéniteur cardiaque va ensuite devenir un cardiomyocyte, et le phénomène est irréversible. Normalement, dans l'organisme, on ne revient pas en arrière. Et ça se fait sous l'influence de facteurs intrinsèques ou de l'environnement. Et dans ce cas-là, donc, la cellule perd sa capacité d'autorenouvellement, elle va se différencier, et le système est irrémédiable. Et ça, c'est lié à des programmes d'expression de gènes. On a tous 30 000 gènes, mais dans une cellule cardiaque, on a environ 10 à 15 000 gènes seulement qui s'expriment. Et ces gènes ne sont pas forcément ceux que l'on va retrouver dans les neurones, ou pas forcément ceux que l'on va retrouver dans les cellules hépatiques. Donc il faut arriver à déclencher ce programme d'expression génique pour arriver à différencier les cellules qui nous intéressent. C'est ce que l'on sait faire au laboratoire, dans les différents laboratoires aujourd'hui. Alors ce qu'a fait Yamanaka, il a fait le contraire. Il est parti de cellules adultes, en l'occurrence des cellules de peau, et avec un certain nombre de facteurs de reprogrammation, un certain nombre de gènes qu'il a bien choisis, il a pu faire exprimer donc, ces cellules de peau, avec des virus, introduire ces gènes dans les cellules de peau, et déclencher comme ça ce qu'on appelle la reprogrammation, c'est-à-dire faire revenir ces cellules différenciées à l'état de cellules souches, ce qui, je vous le rappelle, n'arrive jamais dans l'organisme. Et à partir de là, et ça on le savait faire depuis longtemps, on peut, à partir de ces cellules souches, générer tous les types cellulaires que l'on souhaite, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont bien évidemment les cardiomyocytes. Donc à partir de là, il est possible aujourd'hui d'avoir des modèles cellulaires qui soient parfaitement personnalisés pour les différents patients. Donc l'idée est la suivante, on part d'un patient, d'un contrôle, on prend des fibroblastes de peau,
on les reprogramme, on fabrique des cellules iPS, et on va différencier ces cellules iPS en cardiomyocytes. Cardiomyocytes mutés, si on a pris des cellules du patient qui possèdent la mutation, cardiomyocytes non mutés, si on a pris des cellules d'un contrôle. Donc ces cardiomyocytes, ils vont porter la mutation du patient, ils vont porter, et ça c'est très intéressant pour nous, le patrimoine génétique du patient, ils vont avoir tous les variants génétiques du patient, et ça va permettre de mener des travaux de recherche sur les cellules qui ont effectivement la maladie du patient. La grosse difficulté que l'on avait, c'était d'obtenir des fibroblastes de peau. C'est quand même quelque chose d'invasif. Pour les patients peuvent accepter de donner comme ça des prélèvements de peau. C'est plus difficile pour des contrôles. Et puis on avait le gros souci pour les enfants. C'est vraiment traumatisant. D'où l'idée de développer des méthodes alternatives. Alors il y a des méthodes qui ont été développées à partir de prélèvements de sang. Et ce que nous on a fait au laboratoire, c'est Karim Sitayeb qui a fait ça, c'est de partir de prélèvements urinaires. Un travail au Japon en Chine, avait montré que dans l'urine, on avait effectivement des cellules que l'on pouvait reprogrammer en cellules iPS. Et puis ces auteurs n'avaient pas été plus loin. Et ce qu'a fait Karim, c'est qu'il est parti de ces prélèvements urinaires de patients, il a reprogrammé les cellules trouvées dans l'urine, il y en a très très peu, mais on peut les faire se multiplier au départ, fabriquer des cellules iPS et à partir de là les différencier en cardiomyocytes. Alors son travail a fait beaucoup de bruit, il avait fait même l'objet d'un petit cartoon dans The Scientist, un journal américain, où on voit là ces chercheurs en train d'attendre patiemment que le patient puisse leur donner les cellules qui les intéressent. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'obtenir un modèle cellulaire qui soit pratique, prélèvement d'urine, il n'y a pas plus simple, permettant une étude fonctionnelle personnalisée de façon à comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans ces troubles du rythme et dans la mort subite. Alors j'espère que cette fois les vidéos vont fonctionner. Donc simplement pour vous illustrer un petit peu ça, je vous ai montré des petits cartoons. Voici à quoi ressemblent les cellules iPS humaines quand elles sont en culture. Ce sont de toutes petites cellules, toutes rondes, et que l'on peut donc... oui, cette fois ça fonctionne. Différencier donc en cardiomyocytes, vous voyez tous ces tapis de cellules cardiaques qui se mettent à battre. Vous avez ici un grossissement avec une cellule au centre, une cellule cardiaque qui se contracte. Donc à partir de là, on a donc des modèles qui sont particulièrement intéressants. Et la première chose que l'on a fait, c'est quelque chose qu'on a publié l'année dernière, une étude simple au début pour nous, pour essayer de valider le système. On est parti de cette famille où le propositus ici, ce monsieur, avait un syndrome du cutélon. Et donc, on a séquencé le patient malade, séquencé sa maman qui ne portait pas, il s'est avéré qu'elle ne portait pas la mutation. Donc on a identifié la mutation du patient malade. Ce qui est en gris ici, ce sont le père et le frère qui ont effectivement la mutation, mais qui ne déclenchent pas, qui n'ont pas vraiment de syndrome du cutélon. Et ce gène code pour le canal ionique, c'est le gène KCNH2, qui code pour le canal ionique R, qui est un canal à potassium. Et donc on a pris les cellules, on a demandé à ce monsieur et à sa maman de nous donner un petit bocal d'urine, on a sorti les cellules, et on a différencié les cellules iPS en cardiomyocytes. Et donc on a enregistré avec la technique de patch clamp dont je vous parlais tout à l'heure les courants ioniques de ces cellules, avec ici le patient contrôle, ici la cellule mutée. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour voir qu'effectivement, dans la cellule mutée, on a une diminution très importante de l'amplitude de ce courant. Donc la mutation conduit à une perte de fonction du canal. Et la conséquence de cela, c'est que ce canal il est impliqué ici dans la dernière phase du potentiel d'action. Et donc la présence de la mutation, la perte de fonction du canal conduit à un allongement très marqué de la durée du potentiel d'action. Et à partir de là, quand on a un potentiel d'action allongé, quand tous les potentiels d'action de toutes les cellules ventriculaires sont allongés, on va avoir un QT long. Alors ce patient, il avait présenté des accidents de tachycardie ventriculaire et même un accident de mort subite récupérée après avoir pris du clobutinol, qui était un médicament qu'il avait pris pour une rhinite ou je ne sais plus trop, un histamine.
Et à partir de là, il avait déclenché son trouble du rythme. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi il avait déclenché son trouble du rythme, eh bien, on a essayé de refaire la même chose sur les cellules. Et ce que vous avez là, ce sont des potentiels d'action enregistrés sur des cellules contrôle, les potentiels d'action enregistrés sur les cellules mutées. En gris, c'est avant de mettre la molécule en question. En noir, c'est après avoir ajouté la molécule en question. Vous voyez qu'il y a très peu d'effet de la molécule dans les cellules contrôle. En revanche, dans les cellules mutées, on avait d'abord un allongement du potentiel d'action, et en présence de la molécule, on voit apparaître ici ces potentiels d'action complètement anormaux que l'on sait être responsables depuis déjà pas mal d'années de ce type de trouble du rythme. Donc ça vous montre un peu la puissance de ce système. Alors est-ce que le modèle est parfait? Si je pose la question, c'est parce que je pense que non, tout simplement. Les gros avantages, on a un maintien du patrimoine génétique, on a une conservation de la mutation du patient et dans son environnement génétique. Donc, je ne vous en ai pas parlé, mais on est capable aujourd'hui, avec de nouvelles techniques, de corriger les mutations. C'est possible. Donc, on peut avoir, en présence de plusieurs mutations, comme on le disait tout à l'heure, on peut se retrouver avec un patient avec plusieurs variants et on n'est pas forcément capable de dire quel est le variant en cause. À partir de là, en les corrigeant un par un, on va pouvoir le définir. Ce sont bien évidemment des cellules humaines, c'est mieux que de la souris. Et on a peu de problèmes éthiques, contrairement à ce que l'on pouvait avoir avec les cellules souches embryonnaires. Les inconvénients, eh bien, c'est que ce sont pour l'instant des cellules différenciées qui sont immatures. D'un point de vue électrique, les potentiels d'action de ces cellules ne sont pas encore tout à fait comme les cellules adultes. Donc on travaille là-dessus, il y a des équipes qui avancent très bien. On peut avoir avec le temps des insertions potentielles d'anomalies génétiques, donc il faut faire très attention à ça, surveiller, vérifier qu'on n'introduit pas d'anomalies génétiques. Et puis on ne peut travailler qu'in vitro, on ne peut faire que travailler à l'échelle cellulaire, donc le modèle de souris restera nécessaire. En tout cas, c'est un modèle cellulaire idéal pour les maladies génétiques complexes. En particulier, on a développé un gros programme qui débute sur le syndrome de Rugarda, qui est quand même très difficile à appréhender d'un point de vue génétique. Et Jean-Baptiste Gouraud vous parlera tout à l'heure de médecine personnalisée. Alors dans le domaine des troubles du rythme, on n'y est peut-être pas encore, mais je pense qu'on est par contre arrivé à obtenir des modèles cellulaires personnalisés pour la recherche. Les autres applications de ces cellules, et je terminerai là-dessus, je vous ai dit qu'on pouvait corriger les gènes. Donc ce qui est envisagé, c'est à partir des cellules iPS des patients mutés, c'est de corriger la mutation, de supprimer la mutation, de différencier les cellules et puis de réintroduire, de retransplanter les cellules corrigées. Au niveau cardiaque, c'est pas pour tout de suite malheureusement parce que le cœur est un organe vraiment très très complexe. Et puis une autre chose intéressante, non seulement on peut étudier les cellules mutées comme je viens de vous le montrer, mais l'idée c'est d'utiliser les cellules des patients pour tester des batteries de molécules pour essayer de trouver les molécules les plus efficaces. Donc je remercie les personnes qui ont collaboré aussi bien au centre de référence que sur la plateforme de production de ces cellules IPS. On ne les produit plus nous-mêmes, maintenant on a transféré ça vers une plateforme, et puis les personnes généticiens, électrophysiologistes, biologistes cellulaires qui ont participé à la petite étude que je viens de vous présenter. Et puis avant de terminer, je laisserai cette diapo. Si vous voulez en savoir plus sur les cellules souches, je vous conseille de vous inscrire à ce MOOC. C'est gratuit, c'est porté par la Fédération des universités françaises. C'est un MOOC qui a été créé par Patricia Lemarchand et son équipe d'enseignants. C'est très très bien fait, il y a eu 80 000 personnes qui se sont inscrites l'année dernière. Donc c'est une suite, une progression de petites vidéos, de cours, donc des vidéos qui vous présentent des cours et qui vous montrent concrètement comment ça se passe dans un laboratoire avec des films sur la façon dont on utilise ces cellules, la façon dont on les obtient. Je vous remercie.